Je donne la parole à Madame Camago, donc sur cet intitulé peut-être un peu que vous allez nous exposer, qui est le deal en béton. Ça marche ? Oui, je vous remercie. Je dois vous dire que je me sens particulièrement honorée d'être ici aujourd'hui parce que, contrairement à la plupart d'entre vous, je n'ai pas connu personnellement Jean-Jacques Dupeyroux. Je suis arrivée trop tard dans le milieu universitaire. Il avait quitté la direction de droit social en 2011. J'ai soutenu ma thèse en 2013. Nos chemins ne se sont jamais croisés. Je ne lui ai jamais soumis mon travail et je n'ai donc pas été la destinataire des lettres ou des messages sur répondeur dont le contenu a depuis alimenté 1000 légendes. En revanche, si je n'ai pas connu la personne, je connais bien son œuvre. Bien évidemment, je connaissais son précis, comme tous les étudiants en droit social. Mais c'est en première année de thèse que j'ai véritablement rencontré sa pensée, à ce moment où on lit tout avidement et où chacune de ces lectures ne nous rapproche pas de la connaissance, mais plutôt de la conscience, de la béance du savoir. Cette première rencontre avec le professeur Dupeyroux s'est faite à travers l'article « La notion d'accident du travail », paru au recueil en 1964. L'article fêtera bientôt ses 60 ans et demeure une réalisation indépassable en la matière. Jean-Emmanuel Rey écrivait en 2011 de Jean-Jacques Dupeyroux qu'il avait scotché l'amphi. Pour reprendre cette expression, je pense que je me souviendrai toute ma vie de ce que j'ai ressenti alors que je découvrais fébrile cet article dans la petite salle attenante à la bibliothèque de l'Institut du travail de Strasbourg. Scotché, c'est le bon mot. Quelles sont les raisons pour lesquelles le professeur Dupeyroux s'intéresse alors aux accidents du travail ? L'histoire ne me l'a pas révélé. Pour autant, si les décennies passent et avec elles les générations d'étudiants et de chercheurs, une certitude cependant, ils reviendront tous toujours à l'œuvre de Jean-Jacques Dupeyroux qui a pour particularité son caractère intemporel. Et je crois fermement, comme l'ont si bien écrit les organisateurs de ce colloque dans leur In Memoriam paru à Droit Social, que tous ceux qui se consacrent à l'étude ou à la mise en œuvre du droit de la sécurité sociale ont été et resteront ses débiteurs. J'ai choisi pour ma part de m'arrêter en particulier sur deux articles majeurs de Jean-Jacques Dupeyroux, Faux problèmes et vraie impasse, paru à Droit Social en 1990, qui était issu d'une communication organisée à un colloque, d'un colloque plutôt organisé par la FNAT et le Centre de recherche en économie sociale de l'Université de Perpignan, et un deal en béton, paru à Droit Social en 1998. Et ce dernier est la traduction de l'avant-propos d'un colloque organisé à Bordeaux pour le centenaire de la loi dont on vient de parler sur les responsabilités dans les accidents dont les ouvriers sont victimes. Alors évidemment, comme mes camarades, il ne me sera pas possible dans le temps imparti de rendre compte de l'ensemble de sa pensée en la matière, de la somme de ses apports dont on ne peut prendre la mesure qu'en le lisant. J'ai choisi notamment de m'intéresser à un deal en béton, alors même que c'est précisément dans cet article que le professeur Dupeyroux affirme que rien ne lui paraît, je cite, « plus ridicule et plus désastreux que la rage commémorative qui ronge notre pays et le fait entrer dans l'avenir comme les écrevisses à reculons ». Aussi, loin de ce qu'il qualifiait de grand-messe à la limite de la nécromanie, je ne ferai pas plus avant son panégyrique et me contenterai, selon ses propres préconisations, de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour discerner les contours de l'ombre portée par la loi de 1898 sur les solutions aujourd'hui applicables, et plus précisément les contours de l'ombre portée par les réflexions du professeur Dupeyroux sur les solutions aujourd'hui applicables. Alors, quel est ce deal en béton qu'il évoque ? C'est celui instauré par la loi de 1898 qui, après 18 années de discussion devant le Parlement, est assise sur un compromis social bien connu,
par lequel la victime de l'accident du travail voit la prise en charge de sa lésion facilitée. En échange, elle n'aura droit qu'à une réparation forfaitaire et l'employeur se voit accorder une immunité civile. Depuis longtemps déjà, le deal est critiqué, archaïque, discriminatoire, qui fait de la victime du risque professionnel une victime au rabais et du droit des risques professionnels le parent pauvre de la sécurité sociale, un droit spécifique vitrifié. C'est une autre grille de lecture que propose Jean-Jacques Dupeyroux, d'abord quant à la qualification d'accident du travail, ensuite quant au soubassement du système. Et si presque 3 décennies nous séparent de ces analyses, et si il y a eu depuis des avancées jurisprudentielles, ces analyses n'ont perdu ni de leur acuité ni de leur actualité. Quant à la qualification d'accident du travail d'abord, un deal en béton nous le rappelle, il existe un hiatus fondamental dans le droit des risques professionnels entre dénonciation de la réparation allouée aux victimes et volonté pourtant forcenée de permettre la reconnaissance de tout dommage au titre de l'accident du travail. Et alors que la question des AT-MP nous conduit invariablement à porter le regard vers les autres victimes du dommage corporel, auxquelles le législateur a accordé une réparation prétendument intégrale, Jean-Jacques Dupeyroux nous invite à déplacer ce regard, à changer de focale. Il s'intéresse quant à lui à la discordance entre les prestations des assurances sociales et celles dues au titre de la législation des accidents du travail. Selon lui, ces différences sont d'autant plus marquées que le préjudice est grave et la distorsion atteint son paroxysme en matière de prestations servies aux ayants droit en cas de décès. Aussi, il tient à le rappeler, la qualification de l'accident du travail est cardinale. Plus que cela, elle est non seulement recherchée par les victimes, mais elle est encore tordue par les juges pour élargir le bénéfice de la législation. D'ailleurs, il remarque que chaque fois que la jurisprudence est soupçonnée de restreindre la qualification d'accident du travail, c'est la consternation. Dans les 2 articles, il va reprendre le même exemple, celui du travailleur qui décède d'un infarctus. S'il en manifeste objectivement les premiers signes au travail, s'il porte la main à sa poitrine, c'est l'accident du travail. Si au contraire, stoïque, il n'en laisse rien paraître et s'effondre seulement une fois arrivé chez lui, tant pis. Dans le premier cas, rente pour les ayants droit, dans le second, presque rien. Allez expliquer, écrivait-il, à la famille d'un salarié décédé chez lui d'une crise cardiaque qu'elle n'aura droit qu'à un capital d'essai de 3 mois, alors que s'il avait eu la bonne idée de décéder au bureau, elle aurait peut-être pu continuer de percevoir l'équivalent de son salaire pendant des décennies. Alors, en réalité, la rente d'ayant droit n'équivaut pas au salaire du salarié décédé, mais néanmoins, l'interrogation, ou plutôt la réflexion conserve toute sa pertinence. Le travail, s'interrogeait-il, serait-il en lui-même une telle valeur qu'indépendamment de toute responsabilité patronale, ces victimes devraient faire l'objet d'une sollicitude maximale? Pourquoi, se demande-t-il, pourquoi pas, se demande-t-il encore? Et d'affirmer que si l'on commence à tout comparer, on est perdu, c'est l'horreur, car aucune disposition ne résiste à de telles confrontations, tout devient aberrant, vraie impasse. Je vous le disais, ces interrogations n'ont pas perdu de leur pertinence alors que la question de la qualification d'accident du travail est réinterrogée par la massification du télétravail ou encore par le drame des troubles psychosociaux ou que celle de maladies professionnelles bute contre la multifactorialité et contre la notion d'exposome. Pourquoi cherche-t-on alors encore et toujours à obtenir cette qualification? Pourquoi les juges continuent-ils à tordre la définition originelle pour en faire bénéficier le plus grand nombre? Pourquoi n'est-il toujours pas insignifiant
en 2021 de ne pas avoir été blessé dans le cadre d'une randonnée en famille ou d'une partie de tennis, mais dans celui de la subordination. Faut-il pour autant accepter en échange de cette reconnaissance d'exception une réparation dégradée, mais qui demeure néanmoins plus favorable que la couverture sociale des accidents de la vie? Vrais problèmes sur lesquels on n'a pas avancé d'un pouce depuis 3 décennies. Quant au soubassement du système ensuite, nous avons trop souvent le sentiment que les termes du compromis sont immuables, qu'ils instituaient ce fameux deal en béton. Que si l'on s'aventurait à remettre en cause l'immunité civile de l'employeur et de ses préposés, l'on ferait s'écrouler la reconnaissance facilitée de l'accident, que revendiquer la réparation intégrale ferait pareillement s'écrouler l'édifice. Toujours, on évoque l'immobilisme du législateur, pire, son indifférence, alors qu'il devrait venir au secours de la victime du risque professionnel, remettre sa loi au goût du jour, rénover ses dispositions plus que centenaires. Toujours, l'on est renvoyé à les négociations paritaires, aux partenaires sociaux qui seuls pourraient en modifier les équilibres. Et en la matière, il est un domaine qui peut considérablement nous éclairer sur la véritable volonté de ces partenaires sociaux de rénover le système, c'est celui de la protection sociale complémentaire. Alors, lorsque le professeur Dupeyroux s'était attelé à étudier le contenu des accords collectifs négociés en la matière, il avait observé que la prévoyance distingue très rarement les causes d'incapacité ou de décès. Jamais, dit-il, la spécificité du risque professionnel n'apparaît pour élever plus la protection assurée. Et il décrit, je cite, une tendance lourde qui traduit le choix de ceux qui élaborent cette protection complémentaire, loin de surprotéger les victimes d'accidents du travail en tant que telles, la prévoyance conventionnelle tend à réduire de façon drastique ou même efface totalement les discordances entre l'indemnisation des risques professionnels et celle des risques non professionnels. Le législateur ne serait ainsi pas le seul à ne pas vouloir à son échelle attenter même d'une main tremblante à l'équilibre du système. Et à nouveau, Jean-Jacques Dupeyroux nous invite à dévier le regard, non pas vers les termes du compromis qui serait soutenu par les colosses de marbre de la sphère paritaire, mais vers le financement du système exempt de toute solidarité. Qu'il s'agisse de la tarification du risque professionnel, qu'il qualifie de Canada Dry d'assurance de responsabilité, et qui laisse perdurer, à côté des taux individualisés, des taux collectifs, allant du simple au décuple, selon la branche d'activité concernée. Et si la tarification a depuis été réformée, le constat reste le même, solidarité aucune. Qu'il s'agisse encore de l'imputation réelle des coûts de la sinistralité. Il relève ainsi, et cela fera écho à ce que nous a dit tout à l'heure le professeur Lafort, que si l'on retient l'analyse couramment admise selon laquelle les cotisations patronales ne sont que des retenues à la source supportées en réalité par les salariés, force est de conclure que les plus exposés sont les plus imposés, double injustice. Et en effet, si l'on admet que les salaires sont affaiblis par les cotisations patronales d'accident du travail, alors il faut reconnaître que ce sont les salariés qui financent en réalité indirectement le système. Et si finalement, au-delà de la remise en cause du compromis social, il fallait tout simplement reconnaître que dans le droit des risques professionnels, la réparation des accidents du travail masque en réalité une assurance de dommages dont les coûts sont renvoyés aux intéressés. Il s'agirait alors de tirer les conséquences du constat selon lequel ce sont les travailleurs qui supportent directement les risques et indirectement les coûts. Ainsi, écrivait-il, si la cotisation du travail est analysable comme une retenue à la source, les salariés étant les payeurs, c'est à eux, branche par branche ou entreprise par entreprise, qu'il conviendrait logiquement de demander s'ils acceptent ou refusent un effort
supplémentaires. Ce serait aux salariés de déterminer leurs priorités. Encore faudrait-il qu'ils en aient conscience, mais je vous pose la question alors, le droit des risques professionnels aurait-il encore sa place au sein de la sécurité sociale? Et une fois sa révolution proposée, alors que le cerveau du lecteur est encore en pleine ébullition en tentant de saisir toutes les implications de son propos, il conclut sa démonstration dans un mélange de flegme et de lucidité. Tout ça, on le voit, n'est pas très simple. Ce n'était pas simple en 1990, ce n'était pas simple en 1998, ce n'est toujours pas simple en 2021. Je vous le disais, les questions soulevées par le professeur Duperroux dans ses écrits n'ont perdu ni de leur actualité, ni de leur acuité. Et si elles n'ont toujours pas trouvé de réponse, elles nourrissent en permanence tous ceux qui ont réfléchi ou réfléchiront à la question du risque professionnel. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup et je tiens à dire, enfin, au nom de l'ensemble du comité, qu'on est vraiment très très heureux de voir un représentant de jeune génération, effectivement, pouvoir témoigner de la fertilité de la pensée de Jean-Jacques Duperroux.